Bonjour Gilles, Salut. merci de prendre un peu de temps pour répondre à quelques questions pour ma chaîne. Ouais. Donc je te présente pour mes abonnés, tu es réalisateur de films de montagne, tu as réalisé beaucoup de films de montagne sur les grandes figures de la montagne française. Tu es originaire de Chamonix, je crois. Chamonix, voilà. Ouais, planté là-bas. Et tu viens de réaliser un film que j'ai vu hier en projection au FIFAV sur Maurice Baquet, Ouais. donc personnage un peu méconnu de l'histoire alpine, mais pourtant ô combien important. Donc musicien professionnel, violoncelliste. Au départ, Maurice Baquet, c'est un violoncelliste. Il est connu en tant que tel comme violoncelliste et comme artiste. Il faisait du théâtre, il faisait du cinéma, c'est son fonds de commerce, quoi. C'était un polyvalent un artiste polyvalent, un athlète, un athlète du théâtre et du cinéma. Et il a fait beaucoup de montagnes. Et en fait, il a fait partie des pionniers des skieurs français dans les années 30-35. Il commence à faire du ski très tôt, il venait du Beaujolais. Et il avait échangé des leçons de ski avec un moniteur italien qui venait faire des travaux dans sa maison, et ils ont échangé des leçons de ski contre des leçons de violoncelle. Il était déjà violoncelliste, il était tout jeune, il a appris à skier comme ça. Il a fait partie des gens qui ont été parmi les sélectionnables dans la première équipe de France de ski des années 35. Et c'est ça qui est incroyable dans ton film, c'est qu'on se rend compte, le grand public le connaît comme acteur, comme violoncelliste, mais alors la dextérité qu'il a sur des skis, j'avais jamais vu ces films-là, avec des cascades à ski quand même impressionnantes. Ouais, c'était un fantaisiste à ski dès le départ. Il fait des figures, il fait des pirouettes, il fait des valses avec les skis. Donc il a peut-être fait progresser aussi lui la technique à ski, il a apporté des choses ou pas? Ou il y avait des gens à son époque qui faisaient aussi ce genre? Oui, il y en avait d'autres, mais enfin très peu. Mais en fait, ce qui fait progresser, c'est l'approche. C'est-à-dire que on est dans une approche très très ludique au départ du ski. Le ski se crée pour s'amuser, et c'est plutôt les citadins qui viennent en montagne pour se détendre. Et après, ce sont les montagnards qui mettent au point les techniques. Et lui, il est un peu au carrefour de ça. C'est pas un montagnard, mais il vient très tôt à la montagne. Mais il a fait beaucoup pour publiciser le ski, en fait. Alors du coup, il a fait partie de ceux qui ont donné une image très sympa du ski. Parce que d'entrée, il fait partie des premiers films qui se font sur le ski. Il est acteur de ces films-là. Par exemple, à l'époque, il est sélectionnable à l'équipe de France. Les 3/4 de l'équipe de France sont composés de Meugevans, donc des habitants de Megève, et de Chamonnières, qui ne se parlent pas. Voilà, ils ne se parlent pas parce que c'est deux villages de Gaulois, en fait. Par exemple, dans le hockey, entre Saint-Gervais et Chamonix, mais à l'époque, on est dans les années 30, c'est dans le ski. Et lui, il est au milieu. Et donc il fait en sorte que quand les gens sont au bistrot, vont boire un coup, etc., il fait en sorte que les Chamonniards se parlent avec les Meugevans. Et donc lui, il n'est pas sélectionné dans cette équipe parce qu'il n'a pas le niveau de compétition. Oui. C'était un skieur assez... Un bon skieur pour son époque, mais pas assez pour faire le... mais il n'allait pas assez vite, en fait. Et lui, il est sélectionnable, mais pas sélectionné, mais on le garde quand même parce qu'il met l'ambiance. Parce qu'il a une approche ludique de la montagne, une approche ludique du ski. C'était une mascotte de l'équipe de France de ski. Alors, et là, il est la mascotte, c'est lui qui fait les discours. Par exemple, quand l'équipe de France est reçue dans les petites communes de montagne, après les titres d'Émile Allais, qui est le premier champion du monde de ski en France, et c'est lui qui fait les discours. Voilà. Et après, il avait rencontré, alors du coup, il était venu jouer à Chamonix pour gagner sa vie. Donc il jouait dans les bistrots de Chamonix. Musicien de rue, gagner sa vie comme ça. Et là, ça lui a permis de rencontrer des Chamonniards ou des habitants de Chamonix, dont Roger Frison-Roche. Donc il est sélectionné pour faire partie des gens qui vont tourner dans Premier de Cordée, qui est fait pendant la guerre en 1941. Et donc là, il a un statut de montagnard, d'alpiniste, de skieur, en fait, et d'acteur. J'ai l'impression que toute sa vie, il a fait le lien entre le monde du spectacle et le monde de la montagne. Exactement. Où la montagne, c'était un monde sérieux, voilà, et puis le monde du spectacle à Paris, mais deux mondes quand même très hermétiques, et lui, il est à la fois
très bon montagnard, parce qu'il est très fort en ski, mais en grimpe avec Rebuffa, il fait la face sud de l'aiguille du Midi. Oui, il ouvre la face sud de l'aiguille du Midi. Quand même, à l'époque, une course... c'est une course difficile, et puis aujourd'hui, c'est la plus grande classique du massif, quasiment. Quoi. Et surtout, il a vraiment cette double casquette, et il apporte beaucoup de poésie. Alors je dis pour mes abonnés, peut-être qu'ils ne connaissent pas, il faut absolument regarder Étoiles et Tempêtes et les films de Rebuffa, où il apporte un niveau de poésie à la montagne qui est exceptionnel, et en même temps, c'est un grimpeur très fort, un skieur très fort, et qui est très respecté par les montagnards. Ouais. Mais du coup, c'est un ovni. C'est une sorte d'ovni, et c'est ce deuxième rôle, je dirais, indispensable. Indispensable parce que finalement, c'est eux qui arrivent à faire transmettre les choses. C'est lui qui transmet une montagne légère. Oui. Légère. À l'opposé de la montagne un peu sérieuse, austère, de l'époque, un peu, voilà. Lionel Terray, la conquête de l'Himalaya, enfin de la Napurna avec qui se tourne avec des trucs sérieux, quoi. Donc la montagne était un truc sérieux, fait par des gens sérieux, et lui d'un seul coup, il vient casser les codes, quoi. En fait, il casse les codes. Il y en a d'autres, hein, il n'est pas le seul. Il y avait un type à Chamonix qui s'appelait Tournier, qui faisait du ski sur des échasses à la même époque, ça c'est parfait, quoi. Et qui skiait sur des toutes petites patinettes, qui faisait des figures comme ça. Donc il y a quelques, tu parles d'ovni, mais c'est un peu ça, quoi, qui viennent mettre un peu de fun, entre guillemets, dans ce milieu qui n'est pas, quoi. Et je trouve aussi, par rapport au groupe d'alpinisme parisien aussi de cette époque-là, avec Mazo, avec d'autres, qui apportaient aussi une autre énergie au milieu chamoniard, quoi, en venant de Paris. Eux, ils n'étaient pas forcément artistes, mais il y avait cette... Ils étaient aussi, alors, ces gens-là, donc, ils venaient pour la plupart de la région parisienne, c'était ce qu'on avait appelé les Beaux-Arts. Donc les gens qui grimpaient à Fontainebleau, ou dans le Saussois. Ces gens-là, ils viennent à Chamonix sans avoir la culture de la montagne. En revanche, ils ont la technique de la grimpe. Mais ces gens-là, ils viennent non pas avec beaucoup d'humilité pour se fondre dans le milieu de la montagne ou dans le milieu chamoniard, ils viennent en rupture, en opposition. C'est-à-dire, ils viennent en bagarre. C'est-à-dire qu'ils viennent expliquer, en gros, aux chamoniards comment on doit faire de la montagne. Ce qui ne plaît pas aux chamoniards, évidemment, puisqu'ils ont l'impression d'avoir la science de la montagne. Donc, la cohabitation, là, elle est plutôt tendue. Alors qu'avec un type comme Baquet qui fait passer aussi d'autres choses, c'est une... Et qui n'est pas sur la revendication de faire des choses très difficiles. Rien. Il n'est pas dans ce combat de compétition non plus. Lui, c'est pas. Il est très fort, mais il ne revendique pas. C'est pas son corps de métier, quoi. Il est un peu moins fort aussi, quand même que les autres, mais c'est pas son cœur de métier, quoi. Son cœur de métier, c'est le violoncelle. Son métier, c'est jouer du violoncelle, c'est d'être un musicien, et c'est aussi de faire du théâtre et du cinéma. Et c'est un artiste, quoi. Donc. La montagne, pour lui, c'est un dérivatif, c'est un jeu, c'est une récréation, même s'il le fait très bien, très sérieusement. Les autres, qui viennent aussi de l'extérieur, comme ça, non, ils sont dans la compète. Oui. Ils sont dans la rivalité. Et moi j'ai trouvé que Maurice Baquet c'était une belle porte d'entrée quand on s'intéresse à l'histoire alpine. Parce que moi quand j'ai commencé, j'ai très vite vu les films de Rebuffa, les livres de Rebuffa, c'est ce par quoi j'ai commencé. Ouais. Et je trouve que la place de Baquet dedans rend très accessible. Bien sûr. Quand on dit oui, il faut commencer avec les grands, c'est très technique, c'est beaucoup d'ascension. Et quand on voit un film de Rebuffa qui est déjà lui très fort pour vulgariser et ouvrir la montagne au grand public. Puis qui a le discours aussi. Il a les mots, qui est bien, pas dans le qui est assez vulgarisateur et on dirait accessible, mais la présence de Baquet fait que tout est encore plus accessible parce qu'il y a de la poésie, parce qu'il fait un peu le con. Il y a de l'humour, il y a de la dérision. Et je trouve que c'est un personnage très à part, et donc quand j'ai vu que tu avais réalisé un film là-dessus, je me suis dit c'est vraiment un sujet super parce que... on fait passer des trucs avec lui, évidemment, comme lui, et on est sur une montagne légère, quoi, sur une montagne terrain de jeu, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que lui déconnait, mais en fait il déconnait sérieusement. C'est-à-dire que avant tout, il travaillait pour bien grimper, il s'est entraîné pour bien skier, donc il savait faire les choses. Et après, comme il avait justement une certaine maîtrise technique, il pouvait faire le clown et
et amuser la galerie. Et en fait, il a complètement détendu Rébuffat. Je pense que Rébuffat, qui était un mec rigide, austère, pas drôle. Oui. C'était pas un mec drôle, Rébuffat. Rébuffat était un mec adorable, mais jamais marrant, quoi. D'accord. Parce qu'effectivement, alors c'est ça qui est fou, c'est que dans les films, quand on voit les films de Rébuffat, on a l'impression justement que c'est un mec qui aime bien parler, qui aime bien raconter. Il aime bien parler, bien raconter, mais sérieusement. Ouais. Sérieusement, avec poésie, mais sérieusement. Alors comment il s'est retrouvé entiché d'un second cordé qui fait le con Parce que ça lui fait du bien, finalement. Ça lui fait du bien, et c'est Don Quichotte et Sancho Panza, quoi. Je veux dire, à un moment donné. C'est vrai qu'en plus, là, il y a vraiment une différence de taille, on est d'accord. Là, il y a une grosse différence de taille, là, pour le coup. Parce que Rébuffat devait faire, je sais pas, peut-être 1m85, il était très long, très longiligne, t'as l'impression qu'il n'y avait pas de muscles, sec. Et puis t'avais le petit Rabelais un peu nerveux. Donc oui, il y a un côté film Laurel Hardy, quoi. Oui, c'est ça. Dans les films, t'as l'impression de voir un cartoon quasiment. Ouais, c'est un cartoon, quoi. Et donc il a fait, et mine de rien, il a fait un bien énorme, Baquet, à la perception qu'on pouvait avoir de la montagne. D'ailleurs, le film, à l'époque, il fait un tabac au festival de Trane, dans les festivals. Tu parles de Étoiles et Tempêtes. Ouais. Il emporte la mise, parce que Baquet. Certes, Rébuffat, mais parce que Baquet... Oui, puis ça apporte autre chose, il y a un nouvel angle sur la montagne, on peut apporter de la poésie, de la comédie dans la montagne et faire et en plus les images sont magnifiques. C'est ça qu'on a voulu aller un peu sur ces traces, quoi. Nous, ce qu'on a fait, c'est une évocation, en fait. On n'a pas fait de la reconstitution, on a pioché dans les images d'archives pour raconter quel était ce personnage assez complet et très, très, très bienveillant, très sympathique. C'était un type adorable. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et qui, donc on a reconstitué des situations où on fait jouer un violoncelliste en montagne. Alors, c'est ça que je voulais t'en parler, parce que dans ta réalisation, du coup, tu fais intervenir donc lui était violoncelliste de métier. C'est son métier. Et tu l'as emmené en montagne, il n'avait jamais été en montagne avant ? Qui, le violoncelliste, celui qui joue son rôle, lui, il est moniteur de ski. Ah, ok. Il est moniteur de ski. Pour le ski, bon. Donc le ski, pas de souci. Il est moniteur de ski. Parce qu'il y a des images, je le dis voilà pour mes abonnés, il y a des images impressionnantes où il joue perché. Alors il est monté avec un guide. Sur des sommets à Chamonix, non, il a grimpé, il a bougé. Le guide a pris un peu le matériel à monter le violoncelle. Et après, on l'a mis au sommet, puis on l'a attaché. On l'a attaché, puis il joue. Donc c'est pour ça qu'il a une position un peu rigide, parce que... Un peu impressionné par le... Il est impressionné, c'est impressionnant. Les images, je le dis, sont vraiment impressionnantes. Oui, c'est impressionnant. C'est dans les aiguilles de Chamonix, non ? C'est au sommet de la Rébuffat, par exemple. Ok, oui, d'accord. Au sommet de la Rébuffat, c'est-à-dire qu'on Vous avez pris les lieux... On a trouvé, là, et on a fait ça du côté des Cosmiques, du côté de l'Aiguille du Midi, et puis on est allé dans les voies qu'ils avaient ouvertes ensemble, quoi. Ah ouais, on est sur leur terrain. Et du coup, c'est magnifique parce que tu as le Mont Blanc effectivement en arrière-plan. Il est toujours là, le Mont Blanc. C'est le meilleur spot pour voir le Mont Blanc en arrière-plan. Oui. C'est un super spot. D'accord. Donc lui, il avait jamais grimpé trop avant. Ah non. Donc non. Pour les scènes de ski, pas de souci, mais. Pour les scènes de ski, pas trop de soucis. Même si tu lui as fait mettre il skie avec le matériel d'époque. Des skis d'époque de 2,50 m. Ils font 2,20 m. Les chaussures d'époque, on a essayé pour que la reconstitution soit crédible. Ouais. On l'a mis dans les costumes d'époque, quoi. Et alors, on a tourné pendant le confinement, donc il n'y avait que nous en montagne, donc on était tranquille. Et donc il n'y avait pas de traces, il y avait une montagne vierge, une montagne très belle. Comme à l'époque. Comme à l'époque. C'était pas tracé dès qu'il tombait 3 cm de poussière. Là, dès qu'il tombe 3 cm, c'est fini, c'est crayonné de partout, c'est tracé de partout. On ne peut plus trouver une petite zone. Pour la reconstitution historique, ça tombait bien, pas avoir de traces. Nous, le confinement, là, ça a été un bonheur. Ok. Pour ça. Non, mais en tout cas, un film vraiment, vraiment très très beau. Et là, il est sorti quand ? Il est sorti il y a 6-7 mois, ouais, voilà. D'accord. Et donc, les télévisions n'ont pas voulu, avant, parce que c'est pas dans les codes d'écriture. On fait parler le violoncelle et on nous a dit de faire parler un violoncelle qui raconte une histoire.
Non. Mais c'est terriblement à propos par rapport à la personnalité de Baquet. Oui, nous, on est assez contents d'avoir pris ce parti, quoi. Et si mes abonnés veulent le voir, il est dispo sur des plateformes en VOD, sur le site sevendoc.com. Ouais. Ok, je mettrai un lien en description si ça intéresse. Ouais. Et donc cette année, c'était les 100 ans de la Fédération française de ski. Ouais. Donc tu as bossé sur un film pour retracer l'histoire du ski. Alors on m'a demandé de faire une évocation de l'histoire du ski. Donc au départ, j'étais parti sur un film assez long. Et puis France 3 est rentré dans la boucle. Donc finalement, c'est un 52 minutes, un peu plus formaté que ce qu'on avait prévu au départ, pour rentrer dans les cases France 3. Il passera, je crois, le 12 décembre. Je me suis noté la date. Ouais, je crois que c'est le 12 décembre. Et donc on fait un peu, très rapidement, un peu au pas de charge, l'histoire du ski à travers la compétition, les champions, mais pas que. On voit aussi le développement des stations, le développement des différentes disciplines, les ambiances suivant les époques. Et là, c'est pas un violoncelle qui parle cette fois, c'est Franck Picard. Okay. Franck Picard qui est champion olympique donc en 1988, qui a été vice-champion olympique aussi en 92 à Val d'Isère. Et c'est mon narrateur. Il y a pire. Donc lui est intervenu sur les textes, ce qu'il écrit. On n'a pas beaucoup de champions qui écrivent. Il y a beaucoup d'alpinistes qui écrivent. Ça, oui. Il y a une culture de l'écriture chez les alpinistes. Chez les skieurs, il y a une culture de la narration chez les alpinistes. Chez les skieurs, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de culture de la narration, il n'y a pas de culture de l'écriture. Il y a même une méfiance par rapport à l'écriture chez le skieur. Parce que l'écriture était très souvent liée à la technique. Donc les premiers livres de ski sont des livres où on fait parler la technique. Et la technique, ça devient des débats de spécialistes. Donc ça crée des oppositions. Donc ça crée des rivalités. Il y a quand même Frison Roche, qui est quand même un des pionniers du ski en France, qui en a bien parlé. Pour l'anecdote, Frison Roche, c'est le premier moniteur de ski en France, mais c'était un moniteur de ski fédéral. Oui. Et après, le diplôme devient un diplôme d'État, quelques années plus tard. Frison Roche est mis dehors à ce moment-là. Parce qu'on change de technique, ils prennent la technique d'un Autrichien. Non, oui, mais on garde on garde la technique. Enfin, c'est pas tout à fait la technique que lui avait mise au point. Non, il avait mis au point avec le docteur Alberg. Ils avaient mis. Alors, c'est compliqué parce que lui, il a mis au point une technique avec le docteur Alberg, avec H-A-2-L, et la France adopte la technique de l'Arlberg, mise au point par Schneider, mais l'Arlberg, A-R-L-B-E-R-G, qui est la région d'Autriche. Douai-Schneider, c'est Saint-Anton. Donc c'était la technique de l'Arlberg. Et donc ces deux techniques, à un moment donné, sont en opposition. Et la France adopte la technique de l'Arlberg en la remettant au goût du jour. Alors c'est technique, mais pour expliquer, c'est qu'au début du ski, on se demandait s'il fallait faire les virages d'une telle manière ou d'une telle manière, et donc il y avait plusieurs méthodes qui étaient en compétition, et chaque pays, chaque fédération se disait qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on prend comme technique. Ça a évolué jusque maintenant. Voilà, il y a une façon de faire du ski, mais avant il y avait plein de façons. La première technique du ski, c'est le télémarque. Le télémarque, c'est le talon détaché et on s'agenouille. C'était pour s'arrêter, après pour tourner, parce qu'elle a été créée à Télémark, en Norvège, qui est un petit village de Norvège, qui a été créé dans les années 1860 à peu près. Donc ça, c'est la première technique mise au point. Après, il y a une technique de descente, qui est une technique alpine, parce que pratiquée dans les Alpes, parce qu'il y a de la pente, par opposition au ski nordique, qui est fait dans les pays nordiques, et donc le ski de fond et le saut. Et là, c'est un garçon qui s'appelle Zarski, qui est un Autrichien qui met au point la première technique. Et après, il y a Hannes Schneider qui met au point une technique plus raffinée, qui est donc la technique de l'Arlberg, et qu'on adopte, nous, dans les années 30-35, parce qu'il y a beaucoup de moniteurs autrichiens qui viennent travailler en France. Et par exemple, la première formation d'Émile Allais, elle est faite par des Autrichiens qui le forment au ski,
à travers la technique de l'Ardèche. Parce que donc c'est Frison Roche, premier moniteur fédéral. Fédéral. Et après, quand ça passe diplôme d'État, c'est Émile Allais, le premier moniteur. Pour la petite histoire, je ne sais pas si on a le temps, mais pour la petite histoire, Émile Allais passe l'examen. Cet examen, il est à la fois candidat et examinateur. Il y a d'autres gens dans son cas. Et celui qui sort le premier, c'est un garçon qui s'appelle André Tournier. Et André Tournier, il dit non, moi je ne peux pas avoir la médaille numéro 1. La médaille numéro 1, elle doit aller à Émile Allais, qui sort deuxième du stage et qui vient d'être champion du monde. Donc du coup, c'est Émile Allais qui est le diplômé d'État numéro 1 en France. Voilà. Alors qu'il a fini deuxième au stage. Voilà. Ils étaient 7 qui étaient à la fois stagiaires et examinateurs. Il y avait d'autres gens qui étaient... Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. C'est l'époque pionnière, donc ça bricole. Quoi. Voilà. Mais là, j'ai fait une vidéo sur les Jeux Olympiques de 1924. Ouais. Donc j'ai beaucoup étudié cette période, le début du ski. Où on ne parle pas de ski alpin encore. Ça n'existe pas. 24, et la Fédération française est créée, mais pour du ski nordique. Donc l'ancêtre du biathlon, le ski de fond, le saut. Le saut. Mais le ski alpin n'existe pas. Le ski alpin n'existe pas en tant que tel. Pourquoi en fait? Parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique. Donc en fait, les gens se déplacent à ski. Le début du ski, c'est le déplacement. C'est aller d'un point à un autre. Donc le ski. Et après, il y a de la neige pour éviter d'enfoncer, donc avec des spatules, on glisse. Voilà. Et ça date du Moyen-Âge, quoi. Enfin, je veux dire quasiment. Et même de la préhistoire, apparemment. Enfin, en tout cas. De la préhistoire, il y a plein de. Ils auraient retrouvé des longues planches en bois. Ils ont retrouvé partout, en Norvège, en Suède, en Russie, en Mongolie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la création du ski de descente, du ski alpin est très récente finalement. Des années 30 à peu près, fin des années 20. C'est Zarski, donc c'est fin des années 1800. Mais le vrai développement, c'est début des années 1910, quoi, 1910-1920. Les premières compétitions qui ont lieu sont des compétitions en France, sont des compétitions exclusivement de ski nordique. Et donc la fédération, quand elle se crée, elle a pour vocation de développer la pratique du ski, qui à l'époque est gérée par le club alpin français. Le club alpin français qui s'est créé dans les années 1860. 74. 14, voilà. C'était les 150 ans. Parfait. Cette année. Bravo. Les 74 gérait le développement de la pratique de la montagne. De toute la montagne. De l'alpinisme, de l'escalade et du ski. Et le ski qui n'existe pas au moment où le CAF se crée. Mais automatiquement, quand le ski se développe, qu'on commence à trouver des paires de skis qui arrivent en France, c'est souvent des Norvégiens et des Scandinaves qui viennent en France, qui viennent avec leurs skis. Et donc après, il y a des petites usines à la fin des années 90, fin du 19e, qui se créent un peu partout, où les menuisiers font des skis sur le modèle des skis norvégiens. Et donc la fédération, quand elle se crée, elle a donc pour vocation à assurer le développement du ski. Donc les premières années, il y a déjà pas mal de membres, il y a des 10 000 membres. Donc, on développe surtout le ski de déplacement, quoi, le ski de fond. Et puis avec les années 30 arrive le ski alpin et les premières remontées mécaniques. Donc à ce moment-là, la fédération, elle change un peu de statut, elle change un peu de dirigeant, et la décision est prise de développer le ski alpin et le ski de compétition qui se développe grâce à la Fédération internationale de ski qui s'est créée aussi en 1924. C'est ça qui est pendant les Jeux Olympiques de Chamonix, se crée à la fois la FIS, la Fédération internationale, qui est toujours organisatrice de toutes les compétitions de ski. Toujours. Et la Fédération française de ski. Donc se crée en octobre, quoi. Mais en 24, il y a tout ça, quoi. Un peu après, mais en une année, tu as tout ça. T'as énormément de choses. La FIS, les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Qui sont à l'époque, qui ne sont pas des Jeux Olympiques. Exactement. C'est la Semaine internationale de Chamonix. Et de démonstration de sport d'hiver. Et c'est qu'après qu'ils vont dire, en fait, c'est des Jeux... Et c'est l'année d'après qu'on décide que c'était les premiers Jeux Olympiques. Parce que Pierre de Coubertin n'était pas hyper chaud pour l'idée de décliner ça sur l'hiver. Et puis après, quand il a vu que c'était pas mal, en fait, il s'est dit, en fait, non, on va faire des Jeux Olympiques d'hiver. Parfait, tu sais tout.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis il y avait aussi à l'époque une concurrence avec les pays scandinaves qui voulaient, eux, gérer le ski. Et ils avaient les jeux nordiques. Les jeux nordiques, depuis le début des années 1900. Oui, parce qu'en 1924, c'est une razzia pour la Suède, la Norvège et la Finlande. Il y a que qui font du ski. Et ils gagnent tout. Nous, on gagne une médaille de bronze en patinage. En patinage, en biathlon quand même, l'ancêtre du biathlon, la patrouille militaire. Alors, c'était sport de démonstration. Ouais, bon, on a quand même gagné une médaille de bronze. Alors, aujourd'hui, on a oublié que c'était sport de démonstration. Et on gagne une médaille de bronze en curling, mais sauf qu'avec 3 équipes. Ouais. Donc c'était fait. Et le sport, à l'époque, le sport leader, ce sont les sports de glace. Donc c'est le patinage, le hockey. Et le hockey, c'est déjà, la finale, c'est Canada-États-Unis. Ouais. Donc déjà, eux, ils avaient plié le sport depuis voilà. 100 ans. Voilà. C'était ouais, ouais. Et donc puis le patinage artistique, quoi, le patinage de vitesse et le patinage artistique. Très bien. Donc là, dans ton film, tu as repris de la création jusqu'à les grandes figures, les grands champions. Mais les Jeux Olympiques, ça fait de Chamonix, ça fait 30 secondes, dans le film 40 secondes. Quoi. Oui, tu es plus sur la période après. Non, après j'avance, voilà, et c'est Franck Picard qui nous raconte ça jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles pour ton temps. C'est ravi d'avoir parlé avec toi et puis je mettrai les liens en description pour que ceux que ça intéresse puissent aller voir tes films et notamment ce dernier film sur Maurice Baquet, très très intéressant. C'est super, c'est gentil de m'accueillir dans ta chaîne. Mais dans ma ville aussi, parce que je suis de La Rochelle. Je suis de La Rochelle à la base. En plus. Petite précision, La Rochelle a rendu ici un hommage à Patrick Béraud, qui a disparu il y a 20 ans. Patrick Béraud, ça a été l'un des alpinistes, des grimpeurs les plus emblématiques de ces les années 80, 40 dernières années. Quoi. C'était un mec très important. Et pour se souvenir de lui, il n'y a que La Rochelle aujourd'hui. Mais tu es le réalisateur donc de 3 films sur lui, c'est ça ? Mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui à La Rochelle, on a salué les 20 ans de sa disparition. Ça avait été une disparition qui a beaucoup impacté le milieu de la montagne, de l'escalade, parce que c'était une personnalité inspirante, c'est une référence, c'est une espèce de cairn dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, c'est La Rochelle qui lui rend hommage. Et je veux dire par là que c'est pas le milieu de la montagne ou le milieu de l'escalade ou les autres festivals de films de montagne qui ont eu cette initiative-là. Oui, parce qu'avant Inoxtag, il y a eu du monde, quoi. Exactement.